La femme qui réussit est celle qui construit des fondations à partir de pierres-loups lancées. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre émission Valeurs d'une femme. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes accompagnés du docteur Charles Coutou. Avec lui, on va parler sur l'entrepreneuriat. Vous allez certainement vous poser la question, comment on va recevoir un homme? Certes, oui. Et c'est parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à accompagner la femme dans les combats, à élever la femme et à aider la femme à aller de l'avant. Merci beaucoup, on reçoit le professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue chez Valeurs d'une femme. Bonjour. Professeur, on va commencer notre émission directement avec l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, quels sont les pourcentages ou comment vous trouvez l'évolution de la femme dans l'entrepreneuriat? Merci madame. D'abord, je commence par vous remercier pour votre invitation à votre émission. L'entrepreneuriat féminin. Commençons d'abord par le début. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Parce que vous savez que l'entrepreneuriat, c'est un concept protéiforme. Il y a des gens qui définissent comme ils veulent, chacun dit ce qu'il veut dire. Ce qu'il faut faire pour simplifier, hein. Disons que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un processus. Hein? C'est un processus par lequel une personne ou un groupe de personnes mettent en jeu le temps, l'argent, à la recherche d'opportunités, hein, de marché pour générer des valeurs, disons des biens et des services. Alors quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, ce qu'on veut dire là-bas, c'est la occupe actuellement une place non négligeable. C'est vrai, il y a encore des contraintes, etc. Mais il faut dire que le processus là est déjà enclenché. Et selon justement donc, ces statistiques-là, la femme essaye maintenant donc de s'en sortir et de trouver un peu un espace d'expression sur le plan économique, disons comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui va empêcher, ou qu'est-ce qui est en train d'empêcher cette femme aujourd'hui, peut-être par rapport aux statistiques, vous venez de le dire, vous allez voir que dans l'entrepreneuriat, l'homme est un peu plus avancé que la femme et l'homme a plus de chances d'avoir beaucoup de marchés, d'avoir même des prêts facilement que la femme. Il faut dire qu'il y a quand même un ensemble de contraintes, okay, qui empêchent vraiment donc, la femme de s'exprimer. Il y a des contraintes, je dirais, économiques. Il y a des contraintes, je vais dire, légales. Et surtout des contraintes socio-culturelles. Quelle doit être la place de la femme dans la société et dans la société active. Donc c'est ces contraintes-là qui empêchent la femme vraiment de s'exprimer. Mais si vous regardez sur le plan de la compétence maintenant, sur le plan des opportunités, sur le plan purement technique, la femme est à niveau. Mais c'est justement ces contraintes-là font que la femme doit se battre. Quand on parle des contraintes économiques, ouais, il y a les problèmes de la difficulté d'accumuler les capitales. Ça, c'est un problème réel. La difficulté d'obtenir des prêts, surtout pour les dames. Et surtout, la difficulté, surtout pour des femmes mariées, d'aller travailler. Heureusement que le nouveau code de la famille a essayé de doter un peu cette contrainte-là. Mais le problème, ce n'est pas sur cet angle-là. Le problème, c'est notre culture aussi, c'est la culture en général. C'est sur ce côté culturel qui font que, bon, il y a des préjugés. Il y a des préjugés envers la femme. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore des plafonds de glace, il y a toutes ces choses-là qui font que ça maintient un peu dans la femme dans un certain niveau. Mais il faut dire que de plus en plus, les choses bougent quand même, les choses bougent. Vous parlez de la culture, c'est une des contraintes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel mécanisme mettre en place pour changer évidemment cette culture? Parce que ça freine vraiment la femme aujourd'hui, surtout la femme africaine. Quand vous touchez dans les plans culturels, il y a d'abord la sensibilisation. Ouais.
il y a la sensibilisation et puis il y a l'éducation. Il faut éduquer, parce que nous sommes dans des sociétés, je dirais, patriarcales, où l'homme, c'est le mâle. Et l'homme, c'est lui qui décide, qui fait tout, qui s'impose, et c'est l'homme qui donne des espaces, donne des libertés de temps en temps à la femme. C'est notre culture, mais de plus en plus, les choses bougent. Mais c'est seulement par l'éducation et puis par la sensibilisation, on va réussir à repousser donc toutes ces barrières-là. C'est possible. Vous pensez qu'il faut plus peut-être sensibiliser l'homme ou le deux à la société en général. Ouais. Parce que cette contrainte-là, parfois, c'est dans la femme elle-même. Ouais. Vous avez des possibilités où, des cas où la femme peut mieux s'exprimer, mais de par elle-même. Voilà, elle s'impose ces contraintes-là. C'est déjà sa culture, c'est déjà raciné, c'est comme ça qu'elle a été élevée, c'est comme ça qu'on lui a appris, c'est comme ça qu'elle a été formatée en fait. C'est comme ça qu'elle a été formatée. Donc cette sensibilisation-là, c'est la société en général, et les hommes et les femmes, pour faire comprendre qu'on ne peut pas, madame, logiquement actuellement, on ne peut pas se permettre de mettre de côté 50,6% de la population à marge de la vie économique. C'est impensable. C'est impensable. Donc je crois qu'une forte sensibilisation et puis l'éducation, il faut commencer ça très tôt. Expliquer aux gens que la femme, c'est une personne, la femme c'est un agent économique, la femme peut aussi s'exprimer et parfois tous ces préjugés-là, toutes ces contraintes-là, petit à petit, vont être élevés. Oui, évidemment. Et puis vous, en tant que formateur, vous pensez que l'éducation de base, aujourd'hui, peut-être dans nos écoles, il y a des maîtres pour changer. Oui, certes, c'est tous les filles et les garçons à l'école, il y a des slogans comme ça qui sortent, mais est-ce que c'est assez? C'est vraiment assez aujourd'hui pour changer la culture. Vous venez de dire qu'il faut changer la culture de le bas âge, c'est là dans le bas. Mais est-ce que c'est assez aujourd'hui? Est-ce que c'est pris au sérieux? Bon, il faut quand même dire que malgré l'inflation des discours égalitaires, il y a toujours cette pesanteur-là au niveau de la société. Mais je pense que de plus en plus, surtout dans des zones urbaines, de plus en plus il y a cette prise de conscience. Mais dans les zones rurales, c'est là où il y a des problèmes. Dans les zones rurales, malheureusement, la majorité de la population est concentrée dans des zones rurales. Et dans des zones rurales, il y a encore cette pesanteur-là qui demeure. Mais dans les zones urbaines, je crois qu'il y a un très grand progrès. Si vous allez dans toutes les écoles, vous allez voir, il y a des filles et des garçons. Et il y a même plus de filles que des garçons dans des écoles. Donc, dans des zones urbaines, ça va déjà. Mais dans des zones rurales, il faut encore travailler. Expliquer. Revenons dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. On pense que c'est un moyen de la femme de déclarer cette émancipation. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est juste un changement qui peut apporter ou ça peut aussi aider la femme à avancer? Bon, il faut dire, pour répondre exactement à cette question, on va revenir à la pensée de Leloan qui, en fait, avait dressé un profil de la femme entrepreneur. Il a dressé six profils. Il a parlé de la mampreneur. Mam comme maman en anglais, comme tout ça en anglais, mampreneur. Il définit mampreneur comme une femme qui, non loin de sa maison, crée une activité pour améliorer justement son bien-être, etc. Ça, c'est un premier profil. Un deuxième profil, il parle de l'aventurière. Il dit c'est cette femme-là qui veut explorer les nouveaux horizons, veut entreprendre, veut bouger, veut faire bouger les lignes. Il parle également de la cadre stressée. Il dit c'est une femme reconnue comme intelligente, entrepreneur, solide, mais qui pense que pour mieux s'exprimer, elle doit évoluer dans son propre cadre. Il parle aussi de la jeune diplômée. Il dit la jeune diplômée, elle, c'est plutôt par souci d'être autonome. Elle veut créer sa structure pour montrer qu'elle est formée, elle peut faire quelque chose, tout ça. Donc si vous voyez tous ces profils-là, vous allez voir qu'il n'y a pas que le souci d'être indépendante, il n'y a pas que le souci d'être autonome. Il y a aussi ce souci-là de participer à l'activité économique. Parce que la femme-là, comme mampreneur, n'est pas là juste pour prouver qu'elle peut être autonome, non. Elle pense qu'elle peut améliorer le bien-être de sa famille en travaillant.
C'est déjà une philosophie. Ouais. Donc, vous avez aussi l'aventurière qui pense que, bon, écoutez, moi, j'ai les compétences et je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous avez aussi la cadre et qui peut aussi prouver qu'effectivement, j'ai des compétences, j'ai étudié, j'ai un certain format que je peux mettre en contribution. Donc, il y a plusieurs raisons en fait. Généralement, et c'est ça le problème. Souvent, les combats pour libérer la femme, on prend comme slogan être autonome, tout ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est justement ce schéma-là qu'il faut laisser aussi. C'est vrai qu'en partie c'est ça, mais il n'y a pas que ça. La femme aujourd'hui est formée. La femme aujourd'hui a les compétences. Donc, logiquement, la question ne devrait même pas se poser. Comme toute personne qui est formée, logiquement, elle peut faire quelque chose. Donc, il faut nuancer tout ça. Et c'est pas seulement par souci d'être autonome. Non, elle est déjà formée au départ. Elle peut participer dans l'activité économique. Je vais vous dire une chose. Regardez, si nous rentrons dans nos campagnes, dans nos villages, si nous regardons très bien, qui produit assez? C'est la femme. C'est la femme qui fait les champs. C'est la femme qui fait toutes ces choses-là. C'est la femme qui s'occupe des enfants, bien sûr, mais elle fait les champs, elle fait toutes ces choses, elle arrange, elle fait toutes ces choses-là. Donc la femme, même dans notre culture, la femme produisait déjà. Et produit, mais en majorité. Parce que si dans un village ou dans un foyer, surtout dans les milieux ruraux, la femme est malade, la femme est empêchée de travailler, vous allez voir que tous ces villages-là vont mourir. Donc la femme a déjà un rôle très important dans la production, dans la vie économique. Déjà dans notre culture, dans nos villages. Mais c'est cette mixité entre deux cultures, la culture moderne et traditionnelle. On n'a pas réussi à faire cette jonction-là. Voilà. On n'a pas réussi à faire cette jonction-là. Donc c'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. Vous venez à peine de parler de l'autonomisation de la femme, d'être autonome financièrement, mais il y a un vent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut qu'on en parle pour aider la jeune fille qui dit qu'être autonome, une femme autonome, dépendante, elle ne peut pas être dépendante d'un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand une femme s'engage dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes filles s'engagent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans l'idée de se dire l'homme n'est pas important, moi je m'engage pour être autonome, c'est un peu le vent. Est-ce que vous pouvez éclaircir, vous en tant que docteur aujourd'hui, et aider la jeune fille qui est en train de suivre aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui est réellement l'autonomisation financière de la femme? Voilà, bon, cette tendance-là pour moi, c'est clair qu'elle est fausse. La femme ne doit pas s'émanciper ou ne doit pas vouloir travailler pour prouver quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est déjà notre base. Moi, je parle de l'idée que la femme, c'est aussi un agent économique. La femme, quand elle se forme, c'est pour participer à la vie économique de son pays, de sa collectivité, de sa province, etc. Les slogans là sur les réseaux sociaux, souvent, c'est « femmes fortes » et des femmes fortes. Mais quand vous regardez, c'est plutôt le contraire qui se produit. Vous sentez plutôt une culture de laisser aller, une culture de vie facile, une culture, c'est pas une culture de travail. Généralement, derrière ce slogan-là, les femmes ne travaillent pas. Les femmes empruntent justement des chemins de facilité, souvent. Vous allez voir, ce sont des influenceuses. Vous voyez, ça, c'est bon. Il faut, moi, je pense qu'il faut d'abord qu'elles soient imprégnées d'une culture de travail et du vrai travail, des vraies valeurs. Parce qu'il n'y a pas de travail sans valeur. Le travail valorise. Donc si la femme, par son travail, elle se valorise, ça c'est très bien. Mais si la femme, par son travail, elle se dévalorise, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc derrière les slogans, il faut voir l'esprit qui est là. En fait, qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Parce que quand vous avez un concept, il faut définir le concept. Quand ils disent femme forte, ça veut dire quoi exactement? Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le concept. Si femme forte, c'est la vie facile, c'est se déshabiller en direct, c'est s'injurier, c'est toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est complètement faux. Mais si femme forte, c'est dire que nous avons travaillé, nous avons les compétences, nous pouvons travailler dans des filières normales, nous pouvons travailler comme toute autre personne, comme tout être humain, nous pouvons participer à l'essor économique de notre pays, nous pouvons dans tous les domaines apporter notre contribution,
Ça, je crois que ça, c'est encouragé. Ça, je vais dire que c'est une femme forte. Mais si cette femme forte, ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, non, là, vraiment, non, ça, c'est justement, ça, c'est même très néfaste. Parce que sa vie, elle ne faisait rien. Ouais. Hein, chasse et l'eau au Pamba. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Aujourd'hui, quel est l'apport de l'homme pour aider la femme dans ces domaines? Bon, ça, on renvoie toujours l'idée de guerre entre les sexes. Ça renvoie toujours l'idée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme peut faire, qu'est-ce que l'homme fait. Est-ce que... L'homme aussi, c'est un moteur, c'est un moteur pour la femme. Pourquoi? Parce que nous sommes accompagnés des hommes. Si vous avez un homme, par exemple, qui vous je vais donner un exemple, qui vous dit tout le temps, vous ne servez à rien, c'est ce que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui. Et ça entre dans la tête de la femme et elle n'arrive pas à s'épanouir, elle n'arrive pas à produire. C'est pourquoi je demande l'apport de l'homme aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment un esprit de guerre. Certes, il y a toujours cet esprit-là et on va en parler, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme peut faire? Bon, vu sous cet angle-là, je pense que réfléchir comme ça, pour moi, ça me pose un problème. Pourquoi ça me pose un problème? Moi, je dis qu'en tant qu'être, en tant que personne, la femme n'a pas vraiment besoin d'un visa de quelqu'un, d'un quitus de quelqu'un, pour exprimer ce qu'elle est. Mais il y a beaucoup de religieux qui disent que la femme doit avoir la permission de son mari pour entreprendre, pour travailler, pour tout ce qui est. Mais quand vous vous dites ça, vous sortez un peu de... Bon, il faut quand même avouer qu'on n'est pas sur les plans. On n'est pas sur les plans. Voilà, généralisons. Voilà, généralisons. Parce qu'il y a aussi des hommes qui vont suivre cette émission. Bon, voilà, tout ce qui est dogme, tout ce qui est idéologie, c'est toujours difficile à suivre. Hein? Tout ce qui est dogme, tout ce qui est idéologie, tout ce qui est figé est compliqué. Mais de façon plus simple, si la femme est mariée, je crois que c'est l'harmonie du couple. Ouais. Ils peuvent en discuter avec le couple et voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je crois que c'est un problème de couple. C'est un problème de couple. Mais de façon plus générale, moi je ne vois pas quelle est la contrainte qui peut faire en sorte que la femme ne travaille pas. Ouais. Mais sur le plan du couple, c'est des convenances personnelles. Ça dépend de chaque couple. Si l'homme pense qu'il gagne suffisamment, qu'il ne veut pas que sa femme aille perdre son temps ou tout ça là-bas, et que le diplôme de la femme ne sert à rien et que la femme peut rester, ça c'est un problème de couple, c'est un problème de choix personnel. Mais en général, moi je ne vois pas pourquoi l'homme empêcherait sa femme de produire. Vous voyez, les problèmes, parfois, on ne dit pas les vrais problèmes. Ouais. Cette crainte, cette peur vient de quoi et d'où? La femme qui vend devant chez elle, elle travaille, elle produit. La femme qui vend dans une boutique, parce que, vous voyez, souvent ce discours-là est vraiment ambigu. Ouais. Vous allez voir, l'homme dit, ma femme ne peut pas travailler, ma femme ne peut pas travailler. Très bien. Mais c'est lui qui donne l'argent à la femme pour ouvrir une boutique. Est-ce que la boutique, là, ce n'est pas un établissement? C'est de l'entrepreneuriat, c'est du travail. Il faut plutôt poser les problèmes clairement. Il faut peut-être dire que, bon, pour telle ou telle autre raison, je ne veux pas que ma femme travaille dans une administration ou dans quelque chose comme ça. Mais quand on dit travail, entreprendre, même la boutique, il y a des femmes qui sont beaucoup plus douées dans des agères, des activités génératrices donc des revenus. C'est le travail aussi. Quand on dit je ne veux pas que ma femme travaille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reste à la maison, elle ne fait rien, elle se réveille, elle balaye la maison, elle prépare et puis elle s'assoit. C'est là où il y a le problème. Mais même ça a des limites. Nous avons vu dans la vie pratique, il y a des gens, ils ne voulaient pas que sa femme travaille et puis il meurt. Il meurt, la femme reste avec les enfants. Elle doit maintenant apprendre à travailler. Elle doit apprendre à faire quelque chose. Et parfois, ça devient très compliqué. Elle va commencer par où? Elle va faire quoi? Là, déjà, elle a atteint peut-être la quarantaine ou la cinquantaine. Elle va faire quoi? Elle va commencer comment? Elle va réfléchir comment? Ça ne s'improvise pas. Ben, vous avez empêché votre femme de travailler, c'est très bien. Mais si vous n'êtes plus là, on ne souhaite rien, vous n'êtes plus là. Elle fait quoi avec les enfants? Elle va vivre quoi de l'aumône? C'est ça le problème. Donc elle sera obligée de faire quelque chose. Elle sera obligée de travailler, mais vous ne serez plus là. Donc moi je pense qu'il faut que la femme, si elle ressent ces besoins-là de travailler ou de s'exprimer, elle peut le faire. Maintenant pour des convenances personnelles,
Vous pouvez peut-être voir tel travail le mari ne veut pas, ou tel autre travail la femme ne veut pas, ou ceci. Ça, c'est des convenances personnelles. Mais à mon sens, il n'y a aucune contrainte qui ferait que la femme ne puisse pas travailler. Non, il n'y en a pas. Mais même ceux qui interdisent, ils disent ah bon, parfois quand l'homme n'arrive pas à nouer dans les débuts du mois, la femme peut aider l'homme. Mais c'est toujours envers la femme. On arrive à la même chose. On arrive à la même chose. Parce que qui aujourd'hui, surtout dans notre pays ou dans nos sociétés, qui est content de son salaire, qui pense qu'avec son salaire, il peut tout faire, qui pense qu'il peut vraiment assurer le bien-être de sa famille avec son salaire? Personne. Donc si on veut adopter une certaine sorte de vie, il faut accroître les revenus. Pour accroître les revenus, regardez par exemple, madame, les mêmes personnes, quand ils vont dans des sociétés développées en Occident, etc., quand vous arrivez par exemple en Occident, dans n'importe quel pays occidental, qu'est-ce qui arrive là-bas? Vous allez voir que la femme est obligée de travailler. Il est le premier à envoyer sa femme aller travailler. Pourquoi? Parce qu'avec son revenu, il ne peut pas payer le loyer, il ne peut pas payer les factures. Donc la femme est obligée de s'impliquer. Alors, là-bas, vous le faites. Et ici, vous êtes dans les dogmes, vous êtes dans l'idéalisme de toutes ces choses-là. Je crois qu'il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Je pense que c'est un problème peut-être des couples, des problèmes personnels. C'est à vous de voir quel genre de travail, quel genre de travail convient à votre épouse. Et vous en discutez, vous trouvez un compromis. Aujourd'hui, l'homme refuse aussi que la femme aille travailler sur d'autres organisationnels. Par exemple, elle ne saura pas gérer en même temps la maison, les études des enfants, le mari. Quel conseil vous pouvez donner à la femme aujourd'hui qui veut entreprendre? Comment elle peut s'y prendre? Je prendrai le cas de la mampreneur, la femme entrepreneur. Elle entreprend pour améliorer le bien-être, mais elle s'occupe de sa famille. Ça, c'est un profil aussi. C'est très important aussi. Donc la femme, quand elle travaille, il y a des tâches qui relèvent spécifiquement des femmes, avec cette nature des femmes, qui peuvent mieux gérer. Les enfants, ils ont beaucoup plus de facilité avec leur maman, tout ça. Donc tout ça, ça s'organise. Hein, ça, c'est un problème d'organisation. Donc parce que on revient toujours à la même chose. Sous d'autres cieux, comment ils font? Ils élèvent les enfants. Et là, l'homme est prêt même à aider sa femme. Mais c'est aussi la culture. C'est aussi notre culture parfois. Elle est un peu macho. On se dit que l'homme ne peut pas toucher à ceci, l'homme ne peut pas faire ceci, l'homme ne peut pas même faire des devoirs à ses enfants. Bon, ça c'est un problème de culture comme je dis. Je crois que par la sensibilisation, par l'éducation, tout ça donc la femme va préparer à manger, va faire la maison, va faire la lessive, va faire la vaisselle, va tout faire. Elle va laisser travailler, mais l'homme, il devient comme un roi fainéant dans ces cas-là. Donc il vient, il pose son sac, il mange et puis c'est fini. Non, moi je pense que c'est l'harmonie des couples. Les gens peuvent bien discuter, trouver dans de l'harmonie. Il n'y a pas de honte à aider sa femme. Il n'y a pas de honte à aider sa femme. Sur l'autre cieux, ça se fait. Ça a beaucoup. Mais voilà. Même les hommes africains aujourd'hui vont... Et ils le font. Et ils le font ailleurs. Oui. Mais ici, ils disent non, l'homme ne peut pas faire ceci, l'homme ne peut pas faire cela. Mais ailleurs, l'homme fait quand même. Bon, comprenez. On va revenir sur la jeune fille. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui n'osent pas. Elles veulent, mais elles ont peur. Peut-être aujourd'hui sur le plan financier, de se dire comment je vais faire, j'aime bien maquiller, j'aime bien acheter des trucs et tout ça, je vais tomber. Vous, en tant qu'expert en finance, qu'est-ce que la femme aujourd'hui peut faire afin de se maintenir, de faire avancer son entreprise? Là, je parle de dépenses, parce que la femme, elle aime beaucoup dépenser et tout ça. J'aimerais quand même un petit conseil particulier. Bon, la gestion obéit à des règles. Ouais. La gestion obéit à des règles. Vous avez des produits et vous avez des charges. Donc, vous devez faire en sorte qu'il y ait adéquation entre ce que vous produisez et ce que vous dépensez. N'oubliez pas que j'avais dit dès le départ ici que la femme, parmi les contraintes, il y a la difficulté d'accumuler le capital. Ouais. L'accumulation de capital vient de quoi? Des réserves que vous faites, des profits que vous générez. Donc si vous générez du profit, il faut comprendre que si vous voulez grandir, si vous voulez que votre business grandisse, il faut accumuler le capital. Il faut accumuler le capital pour augmenter votre capacité d'investissement.
C'est de cette façon-là que vous allez grandir, vous allez promouvoir votre business. Mais si tout ce que vous gagnez, vous dépensez dans des futilités, dans la consommation uniquement, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc ce qu'il faut faire, le schéma est simple. La gestion obéit à les mêmes règles, que ce soit pour les femmes. D'ailleurs, voilà, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans une enquête que j'ai personnellement menée à l'époque, il y a 2 ans, qui portait justement sur l'entrepreneuriat, on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat en réalité, en fait, ça portait sur les profils des dirigeants d'entreprises, des petites entreprises, des PME. Les conclusions de ces enquêtes-là ont démontré que l'entrepreneuriat est asexué. C'est-à-dire vous n'avez pas du succès parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme. Non. La compétitivité de ces structures-là ne dépendait pas de ça. C'est une variable qui avait été rejetée quand nous sommes allés sur le terrain pour vérifier ça. C'était rejeté. Donc l'âge peut-être et tout ça, mais les sexes ou les genres, non. Donc la femme ou l'homme, quand il y a une entreprise, quand il y a une activité, on a les mêmes règles. On doit obéir à des règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout dépenser. Ce que vous gagnez, vous devez dépenser parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut faire vivre la structure aussi, mais aussi il faut grandir. Hein, il faut promouvoir, il faut grandir, il faut la croissance. La croissance, il faut investir. Pour investir, il faut le capital. Le capital, pour aller emprunter, c'est compliqué. Même pour les femmes, à cause justement de ces contraintes-là, de ces pesanteurs-là. Mais si elle peut d'elle-même déjà accumuler ce capital, elle peut grandir, elle peut investir bien. Donc les conseils qu'on peut donner, c'est le même conseil qu'on donnerait à n'importe quel entrepreneur. À n'importe quel entrepreneur. Donc quand vous produisez, il faut savoir, il faut avoir à l'idée que pour mieux avancer aussi, il faut faire de l'autofinancement. Pour faire de l'autofinancement, il faut accumuler le capital. Le même conseil. Alors, quelles sont vos attentes? Comment vous voyez l'entrepreneuriat féminin dans 10 ans à RDC? Personnellement, je pense qu'il y a de l'espoir. Je crois que les lignes bougent et de plus en plus, même dans certaines structures, les plafonds de glace sont en train d'être brisés. Les femmes maintenant deviennent DG, deviennent... regardez même la femme politique. Entrepreneur politique. Elle ose. Elle ose maintenant. Il y a des femmes qui sont DG, il y a des femmes qui sont de plus en plus par le mérite. Hein. Oui, je ne parle pas ici des promotions canapé qui existent, etc. Mais je parle par le mérite. C'est-à-dire qu'elle est formée, vous avez en face de vous quelqu'un qui est formé, qui a des capacités. De plus en plus. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Parce que vous ne pouvez pas, comme j'ai dit, exclure 50,6% des personnes de l'activité économique. Donc si la femme s'implique de plus en plus, ça serait... Mais je crois que dans 10 ans, de plus en plus, on va reculer les champs de l'ignorance, on va reculer les champs de l'ignorance et de plus en plus les femmes vont s'exprimer, etc. Mais quant à elles, maintenant, de prouver qu'elles valent la peine, de prouver que, comme les hommes, elles peuvent occuper des fonctions, elles peuvent exceller aussi dans ces fonctions-là. Ça dépend d'elles. Parfois, il y a l'ambiguïté dans les discours même de la femme. La femme doit être respectée, mais la femme s'exhibe. La femme elle-même s'exhibe. Oui, la femme veut faire ceci, la femme elle-même se dévalorise. Dans ces cas-là, ces discours ambigus, là, je crois qu'elle doit prendre conscience de ça. Elle doit prendre conscience de ça, qu'on peut réussir tout en gardant les valeurs, tout en gardant les principes. Hein, madame? Mais vous ne pensez pas peut-être que c'est parce que l'homme met trop de barrières que la femme se dit, bon, l'option que je peux avoir ici, c'est peut-être de essayer, puisque je veux dire, pas se dévaloriser, mais essayer de séduire un peu pour que la glace puisse être brisée. Mais non, madame, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous faites ça, justement, vous confirmez que c'est ça cette crainte-là, c'est cette culture-là qui est enracinée. C'est la crainte. Donc, voilà. Donc, normalement, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de gens qui poussent ces champs d'ignorance. La femme, pour avancer, n'a pas besoin de faire ça. La femme, pour avancer, je sais que pour la femme, c'est quand même compliqué, comme je l'ai dit à cause de ces contraintes-là. Peut-être qu'elle doit faire doublement des efforts, plus que l'homme, pour montrer qu'elle peut faire ceci, peut faire cela. C'est vrai, j'en suis conscient. Mais quand on mène un combat, on doit mener le combat selon les règles. Selon les règles. Sinon, vous n'allez jamais... Hein? Voilà, il faut mener le combat selon les règles. Je crois que c'est qu'elle garde sa personnalité, elle garde ses valeurs, elle garde des principes. J'en connais beaucoup, des femmes comme ça. Elle garde ses principes, elle garde ses valeurs. Elle peut aussi avancer et faire bouger les lignes. Et elles sont comme des pionnières. Les autres voient. Si les femmes qui sont déjà sur le terrain, qui réussissent par les valeurs, par l'éthique, les autres voient, les jeunes voient. Ils vont imiter ces valeurs-là. Et de plus en plus, on va avoir une situation qui soit de plus en plus saine et propice aux femmes aussi.
D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Docteur, vous allez regarder la caméra. Vous avez, je pense, posé plusieurs questions, mais c'est que vous n'avez pas dit à la femme. C'est donc vous avez envie de dire à la femme, surtout à la jeune fille. Aujourd'hui, un conseil de manière générale, vous pouvez le faire. Merci. Moi, ce que je peux dire à la femme de façon générale, que la femme aussi, c'est un agent économique. La femme est dotée de capacités intellectuelles, de toutes les capacités possibles pour pouvoir contribuer à la vie économique de son pays, de sa collectivité, de sa communauté, de son foyer, etc. Mais il appartient à la femme de combattre selon les règles, de garder l'éthique, de garder les valeurs, hein, et de montrer par le travail qu'elle peut effectivement, qu'on peut effectivement compter aussi sur elle. Et je pense que pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, je crois que nous avons pratiquement les mêmes capacités, cognitives, intellectuelles, etc. Vous avez l'égalité entre hommes et femmes? L'égalité, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Que veut dire ce concept-là? Hein, il faut toujours faire attention. Moi, il faut d'abord définir le concept, après se mettre d'accord. Je pense qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Moi, je crois fermement comme ça. Mais je pense aussi que sur le plan, par exemple, de l'intelligence, je ne vois pas de différence. Et sur le plan de l'intelligence, je ne vois pas de différence. Je ne peux pas dire, affirmer ici que la femme est moins intelligente que l'homme. Ça, je ne peux pas affirmer, ça c'est impossible. Donc ça dépend de ce que vous... Comment vous définissez donc ces concepts-là? Quand vous dites égalité, ça veut dire quoi? Je sais que physiquement, on n'est pas pareil, on est différent, mais sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la compétence, moi je ne vois pas de différence. Vous avez des femmes qui sont tout à fait capables de faire ce que les hommes peuvent faire, sur certains aspects aussi. Parce que physiquement aussi, physiologiquement et toutes ces choses-là, nous avons des contraintes, parfois naturelles, qui imposent aussi certaines limites à la femme. Mais sur le plan cognitif, sur le plan de l'intelligence, sur toutes ces choses-là, moi je pense que je ne peux pas affirmer que la femme soit inférieure. Ça, c'est impossible. Merci beaucoup, docteur. La femme n'est pas inférieure à l'homme, c'est ce que le docteur vient de conclure cette émission. Alors, je voulais quand même interpeller ici les associations des ONG qui parlent de la femme, de l'entrepreneuriat, certes, très important. Il faut éduquer la femme à oser, il faut éduquer la femme à respecter les règles, comme le docteur vient de dire, c'est très important. Il faut respecter les règles afin d'avancer. Jeune fille, tu as de la valeur. Cette phrase, je le dis toujours, je continuerai à le dire. Tu as de la valeur, tu peux faire quelque chose, tu peux entreprendre, tu peux oser avec le peu que tu as et ça va changer le monde qui est tout autour de toi et tu vas te faire respecter. Merci beaucoup à Léon Goumou qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Molière Télévision, de Merveille Télévision et l'équipe des valeurs d'une femme. Et là, je vois Alégresse Modicaï, celle qui travaille avec moi en coulisses. Elle a toujours été là. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.